Hello, 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 les chers auditeurs et auditrices de Tatona. Je vous souhaite la bienvenue encore une fois dans ce nouvel épisode de Tatona, le podcast où les conversations profondes prennent vie. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans un territoire passionnant et diversifié. Vous vous souvenez peut-être de notre épisode précédent où nous avons exploré les méandres complexes des relations humaines. Nous avons plongé dans les profondeurs des connexions qui tissent le tissu de nos vies, révélant que nos interactions ne se limitent pas à de simples échanges, mais qu'elles façonnent notre compréhension du monde. Aujourd'hui, nous élargissons notre perspective et nous plongeons dans un monde où les frontières géographiques deviennent des lignes floues, où les cultures se fondent et où les identités se redéfinissent. On va parler aujourd'hui de la vie à l'étranger. Vous écoutez Tatona, le podcast qui décrypte les sujets de notre société. Que vous soyez un jeune en quête d'inspiration, un auditeur curieux ou simplement quelqu'un qui souhaite mieux comprendre les défis de notre génération, vous êtes au bon endroit. Ici, on explore les sujets de notre société tels que la famille, la vie d'adulte, les enjeux sociétaux, la culture et bien plus encore. Je suis votre hôte, Audrey Rode, et bienvenue dans cet épisode. Vivre à l'étranger n'est pas seulement une aventure géographique, les amis. C'est une exploration profonde de soi, une immersion dans les histoires et des horizons nouveaux. Et pour nous guider dans ce voyage, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir pas 2 invités, mais 3 invités exceptionnels qui ont choisi de franchir ces frontières, de s'éloigner de leurs racines familiales pour s'immerger dans de nouvelles cultures, de nouveaux horizons. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter Rose, Fabiola et Lolo, dont les expériences et les récits vont éclairer nos cœurs et nos esprits aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, mon nom, c'est Rose Emou. Alors, ça fait 9 ans que je suis au Canada, à Montréal. Je suis arrivée ici initialement pour mes études. Donc, j'ai fait des études en communication et médias numériques. Et par la suite, j'ai décidé de tout simplement continuer mon aventure montréalaise, québécoise. Je travaille et puis c'est ça. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est à peu près ça. Bonsoir à tous, je suis Fabiola Gembu, je suis originaire du Cameroun. Je vis à Dakar, ça fait 6 ans. Je suis arrivée à Dakar en 2014 d'abord, juste pour un stage. Et après ce stage, je suis retournée au Cameroun et je me suis dit, dès que je finis mes études au Cameroun, je vais tout faire pour avoir une autre opportunité au Sénégal. Et depuis que je suis revenue au Sénégal, j'ai d'abord travaillé dans la communication en tant que planeur stratégique et maintenant je travaille dans les études de marché en tant que responsable d'études qualitatives. Je suis Laurine Ansel, originaire du Cameroun et ça fait 10 ans que j'ai quitté le Cameroun. 9 ans que j'ai quitté en 2014. J'ai d'abord fait 7 ans à Dakar et ça fait maintenant 2 ans et quelques que je vis en Côte d'Ivoire. Je suis allée à Dakar parce que je voulais me réorienter, donc je suis rentrée à l'école et j'ai fait des études de marketing digital et e-business. J'ai bossé dans le domaine et puis j'ai décidé de consacrer une partie de mon temps à ma passion depuis toujours, la cuisine et la pâtisserie. Donc du coup, j'avais un service traiteur, j'ai ouvert une entreprise. Je faisais du service traiteur, cuisine et pâtisserie. Je l'ai fait pendant 5 ans, oui, à Dakar, 5 ans, de 2016 à 2021, jusqu'à ce que je quitte Dakar. Et je suis venue en Côte d'Ivoire pour une opportunité, toujours dans la restauration, en tant que directrice de restaurant. Et maintenant, depuis 1 an et demi, je me suis lancée à mon propre compte. Ok, super. Merci beaucoup les filles d'avoir accepté de passer dans Tatona. Aujourd'hui, comme j'ai dit au début de cet épisode, on va parler un peu de vos voyages à vous, de qu'est-ce qui vous a poussé. Et je m'en vais poser la première question, et la question s'adresse à tout le monde. Et je vais commencer par Fabiola, dans le sens où aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a poussé personnellement à entreprendre ce voyage à l'étranger, de dire, OK, on quitte nos pays, nos différents pays,
pour aller dans un autre pays? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? Donc, on commence par Fabiola. Ouais, bon, moi, j'ai changé, j'ai voulu, c'était juste la curiosité. J'ai toujours été une personne très curieuse. Donc, aller découvrir un autre pays, c'était juste une façon pour moi d'ouvrir mes horizons et de tester de nouvelles choses. Ok, intéressant. Laurine, Rose plutôt, j'ai dit Rosé, excuse-moi. Qu'est-ce qui vous a poussé à se lancer? Et moi, dans mon cas, je suis arrivée ici pour mes études à la base. Donc, je cherchais plutôt un pays qui allait réunir les États-Unis et la France en même temps. Et je pense que le Canada, ou ne serait-ce que Montréal, c'était un beau compromis. Donc, c'est ce qui m'a poussée à choisir Montréal. Alors, moi, par contre, c'est un peu paradoxal. J'ai jamais eu l'intention de quitter mon pays. Honnêtement, c'est quelque chose que je n'avais jamais envisagé. Pourtant, les opportunités n'ont pas du tout manqué. J'adore voyager, par contre, oui, mais pour de courts séjours, aller découvrir ce qui se fait ailleurs, mais pas pour aller m'installer. Mais j'ai été, bon, je n'ai pas dit contrainte, mais je pense que c'était une décision à prendre et c'était la meilleure décision de ma vie. Parce qu'à un moment, sur le plan professionnel, sur le plan académique, je stagnais un peu. J'avais l'impression de faire ce que je n'aimais pas. Bon, pas que j'avais l'impression. Je faisais ce que je n'aimais pas. Je faisais quelque chose qui ne me... Voilà, je ne ressentais rien du tout. Il n'y avait pas d'enthousiasme, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de passion. Et au-delà de ça, effectivement, je n'évoluais même pas. Je ne sentais pas une évolution. Je faisais du surplace, comme on dit comme ça. Et sur motivation de quelqu'un qui avait fait Dakar, qui m'a dit, écoute, moi quand je te vois, je suis sûre que si tu vas au Sénégal, ça te réussira. Bon, sauf qu'à ce moment-là, j'étais pas très réceptive. Mais quand j'ai constaté effectivement que les choses n'avançaient pas et j'avais vécu une très très mauvaise expérience qui m'avait jeté dans une dépression, je me t'ai dit, bon écoute, peut-être que c'est le moment, il faut que tu t'en ailles. Et je l'ai vraiment décidé sur un coup de tête. Ça fait qu'en réalité, j'avais choisi d'autres pays, mais le fait d'avoir pris la décision tardivement, les délais étaient déjà passés pour faire des inscriptions et donc je me suis retournée vers le Sénégal par défaut, on va dire ça comme ça. Donc voilà un peu ce qui m'a amené à voyager, moi à quitter mon pays. Ok, je vais rester un peu avec vous deux, Fabiola et Laurine. Je vois que dans votre parcours, vous êtes camerounaise, vous avez quitté vos pays respectifs. Donc, on parle de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Tantôt, c'est pour le job pour Fabiola et toi, Laurine, à la base, c'était pour les études, pour se redécouvrir, etc. J'ai envie de savoir aujourd'hui, en gros, les études, c'est des rêves, le travail, c'est des rêves, c'est des aspirations qui nous guident vers cette nouvelle terre-là. Est-ce que vous pourrez nous parler des obstacles que vous avez rencontrés en nous installant plutôt dans ces pays-là? Parce que vous, si je remarque bien l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, je ne vais pas dire l'opposé direct, mais ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même façon de voir les choses. Comment ça s'est passé, tout ça? J'ai envie de savoir. Je commence? Ok. Ouais. Venir au Sénégal pour la première... Je suis d'abord venue au Sénégal en vacances, j'ai fait 2 mois. Il y avait un choc de culture, mais ce n'était pas assez visible parce que je traînais beaucoup avec les autres étrangers. Quand je suis arrivée, on m'a directement fait rentrer dans la bulle là, des étrangers. Et du coup, j'ai plutôt profité que vraiment rentrer dans le quotidien sénégalais en tant que tel. Mais quand je suis revenue pour m'installer, pour travailler, c'est clair, il y a eu un choc culturel au début. Tu as dû, même si j'étais une personne qui était pas, qui sortait pas beaucoup, qui ne faisait pas beaucoup la fête ou qui ne passait pas son temps à, par exemple, beaucoup se balader et autres, il y avait toujours quand même ce choc-là. C'est-à-dire, tu arrives, tu as des gens qui ont une façon de faire. Par exemple, il y a certaines codes qu'il faut respecter. Il y a certains sujets qu'il faut pas parler dont il ne faut pas parler n'importe comment. Il y a une certaine façon de se comporter devant les gens qui n'est pas pareil. Donc, du coup, moi, qui viens d'arriver et qui me dit, bah, ouais, chez nous, on salue tout le monde, on rigole avec tout le monde,
on rentre dans... en fait, on prend les choses de façon assez simple, quoi. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de... Bien sûr, il y a des codes, mais c'est assez libre, je dirais ça. Et tu arrives dans un environnement qui est super différent. Déjà, première chose, il faut apprendre à connaître l'environnement. Cet environnement, déjà, il n'est pas exposé, en fait. C'est-à-dire, il faut vraiment que tu te rapproches des gens pour pouvoir l'apprendre et pouvoir t'intégrer. L'autre choc aussi était, tu quittes ta vie, tu quittes ta famille et tu t'installes dans un pays seul. Tu n'as personne, en fait. Tu étais un peu contrainte d'apprendre déjà à être responsable, à savoir te prendre en charge, à savoir comment organiser ta vie, tes finances. En tout cas pour moi particulièrement, c'était un gros choc parce que je venais à peine de finir l'université. Je n'étais pas à un âge aussi mature que maintenant. Entre les problèmes d'adaptation, les problèmes de comment est-ce que j'arrive à être un peu plus autonome, comment est-ce que j'arrive à faire les choses de moi-même, ce que je n'avais pas l'habitude de faire. Pour moi, par contre, on va peut-être trouver ça prétentieux, mais je vais plutôt dire que c'est plutôt les Sénégalais qui se sont adaptés à moi. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que moi, dès le moment où j'ai décidé de partir, pour moi, partir, c'était vraiment un gros risque que j'ai pris. Parce que, comme je disais, c'était pas un projet longuement réfléchi, mais je pense qu'il était mûrement, même s'il n'était pas longuement réfléchi, surtout vu les délais. Donc, à partir du moment où j'ai pris cette décision-là, et surtout que quand j'en ai parlé à mes frères et sœurs, tout le monde était choqué, ils n'y croyaient même pas. Certains même ont pensé que non, je m'en vais retrouver peut-être un fiancé, un mari caché là-bas, parce que j'étais toujours opposée au voyage. J'avais toujours été opposée au voyage, puisque chez nous, c'était le classique. Tu as le bac, tu vas en Europe. Mais moi, quand j'avais eu le bac, j'ai dit non, j'ai insisté, j'ai forcé pendant 2-3 ans. On m'a forcé, mais j'ai jamais voulu voyager. Donc, du coup, j'ai fait mes études sur place, j'ai commencé à travailler. Donc, à partir du moment où je prenais cette décision-là et que j'ai convaincu les gens que, voilà, écoutez, moi, je vivais vraiment, pour moi, il était hors de question que ça se passe mal. Ça devait bien se passer. Et puis, de nature, je suis quelqu'un qui est très ouverte, qui sait me mettre dans différents moules, m'adapter facilement, peu importe la situation. Voilà, je sais sortir de ma zone de confort sans problème. Et donc, quand je suis arrivée au Sénégal, honnêtement, obstacles, je vais pas dire que j'ai rencontré des obstacles. Je vais plutôt appeler ça des challenges. Mais c'est vrai que, comme Fabiola l'a dit, oui, il y avait des codes, mais que moi, je n'ai pas spécialement respecté. C'est pourquoi je dis que ce sont les gens qui se sont plutôt adaptés à mon rythme. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses que j'ai vues et qui ne m'ont pas choquée ou bien qui ne m'ont pas, bien évidemment. Mais effectivement, comme je le disais encore, moi, je suis restée telle que j'étais. Et ça m'a valu justement, il y a une expression tout le temps que les Sénégalais aiment répéter quand on dit « Ndanga upna ». C'est-à-dire que pour dire que, voilà, quoi, tu es un peu effronté, tu oses, alors que voilà. Et c'est comme ça que j'étais. Peu importe où je me retrouvais. Bien évidemment, je respectais les gens. Moi, je respecte, voilà, que tu sois petit, grand, parent, personne âgée, voilà. Donc, mais dans le respect, mais je restais moi. Donc, je n'avais pas besoin de me transformer ou de suivre certains codes ou bien, voilà, pour pouvoir. Mais j'ai réussi à m'intégrer facilement. Et ce que j'ai fait aussi dès les débuts, c'est que direct, je me suis socialisée avec des Sénégalais. C'est vrai qu'il y avait aussi des étrangers d'autres pays, Gabon, Congo et tout. Mais c'était d'abord les Sénégalais parce qu'il fallait que je vois comment ils fonctionnent et que ça se passe super bien, quoi. Donc, comme je dis, honnêtement, j'ai pas vraiment eu d'obstacles. Je peux même pas dire que j'en ai eu des obstacles. Je crois peut-être que c'est pour ça que c'était les 7 meilleures années de ma vie. Ok, donc toi, tu es aujourd'hui, disons, tu as vécu une meilleure expérience, on peut dire. Oui, effectivement, c'est ça. J'ai vécu une meilleure expérience. Après, comme je le dis encore, ça ne veut pas dire que tout s'est toujours bien passé. Ça ne veut pas dire que ça a été rose 365 jours sur 365, que les 7 années, il n'y a rien eu. Voilà. Mais franchement, quand je fais le bilan, c'est un bilan très satisfaisant. C'est pourquoi, dès que j'entends quelqu'un parler du Sénégal, bah, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles parce que c'était magnifique. Il fallait reprendre encore à zéro. Franchement, je le referais. Et à tel point que même la langue, pour te dire,
Alors, je vais pas dire que je parle le Wolof, non. Mais je comprends surtout. Et j'ai tout fait pour capter et maîtriser beaucoup de mots, d'expressions facilement. C'est-à-dire que même quand je me retrouvais avec les Sénégalais et qu'ils essayaient de parler français parce que j'étais là, pourtant, c'est des personnes qui habituellement, ils se lâchent en Wolof, peu importe qui est auprès d'eux. Mais moi, ils voulaient toujours même parler français pour que je comprenne. Et c'est moi qui leur disais, ben non, parlez Wolof, moi je vais essayer de capter et tout. Je captais des mots, je demande la signification. Et puis, c'est comme ça, quand on discutait, j'essayais toujours de balancer un peu des mots Wolof. Ils rigolaient, mais ce n'était pas de la moquerie. Parce que après, derrière, ils m'encourageaient plutôt. Voilà. Et ils étaient contents. Merci. Je pense on va redonner la parole à Fabiola très rapidement pour parler aussi de son expérience. Et je rappelle à nos auditeurs qui nous suivent que le Wolof, comme Laurine l'a dit, c'est un peu la langue la plus parlée par les Sénégalais ici. Donc, au Sénégal, on reballe le Wolof. Ok, donc comme je disais, bien sûr, il y a un choc de culture. Les mentalités, les cultures sont différentes. Quand je suis arrivée, j'ai bien remarqué cette différence-là. Aussi, c'était pas juste le choc de culture. Quand tu quittes ton pays, tu laisses ta famille, tu te retrouves à l'extérieur un peu seul. Il y a aussi cette difficulté-là, être autonome en fait, de pouvoir s'assurer, de s'assumer en quelque sorte seul et de devoir créer une deuxième famille en quelque sorte. Donc oui, j'ai rencontré pas mal d'obstacles déjà pour commencer à comprendre un peu comment ça fonctionne au Sénégal, quels sont les codes du Sénégal, comment ça se passe, de comprendre un peu les dynamiques principalement concernant les relations humaines entre les populations, de remarquer bien évidemment qu'on a vraiment un bloc des étrangers qui sont soudés entre eux et un bloc des Sénégalais qui sont soudés entre eux. Après, ce qui était intéressant, c'est qu'au début, ça a été vraiment difficile de s'intégrer, de s'accommoder, d'avoir même des amis sénégalais. Ça a été pour moi, en tout cas particulièrement, les 2 premières années, c'était super difficile. J'avais des collègues, j'avais des gens avec qui je sympathisais, mais pas vrai, je ne pouvais pas dire que c'était véritablement des amis. Par contre, par la suite, avec un peu plus de temps, avec un peu plus de réflexion, quand j'ai commencé à mieux comprendre le pays, j'ai pu trouver des amis sénégalais qui arrivaient à moins m'accepter avec ma différence parce que même si tu quittes un pays, même si tu vas dans un nouveau pays, tu ne peux pas forcément devenir comme ces personnes qui vivent là. Il y aura toujours une part de toi qui va exister, qui va rester. Et la majorité des Sénégalais qui ont vraiment été à la limite, je dirais, inclusifs, acceptant ma diversité, on est devenus proches, j'ai pu me faire des amis et j'ai pu me créer des familles en quelque sorte. Donc ouais, il y avait pas mal d'obstacles au début, mais c'est aussi ça le charme de l'extérieur en fait, c'est-à-dire tu te surpasses, tu es plus résistant, tu es une personne un peu plus exposée et tu arrives à vraiment avoir une meilleure ouverture d'esprit que quand tu restes sur place. Ok, intéressant. Je note dans ce que vous avez dit, Laurine et Fabiola, deux phrases qui ont retenu mon attention. Il y a Lolo qui me disait « tu dois réussir ». Elle avait cette mission de réussite. Elle est venue au Sénégal. Et tu vois, Fabiola, je paraphrase, hein, tu dis « quand je te retrouve dans un autre pays, tu dois te prendre en main. » C'est une forme d'indépendance aussi, mais tu t'adaptes à d'autres cultures tout en gardant un peu une partie de soi qui provient de ta culture. Je me retourne maintenant vers Rose. Par exemple, dans un environnement, on sort totalement du continent, on reste bien en Afrique. Toi qui es au Canada aujourd'hui, comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'attendais à des choses? Comme on dit, quand on est en Afrique, on part en Europe. L'Europe, c'est l'Eldorado. Comment ça s'est passé, le choc culturel? Est-ce que tu peux partager avec nous des expériences, positives ou mauvaises, hein? C'est ton marqué, en fait 10 ans, je pense. Oui, c'est exactement 9 ans, en soi, bientôt 10 en 2024. En fait, moi, il faut savoir que je pars du Togo, donc je quitte le Togo, mais je suis ivoirienne, donc initialement, quand je quitte la Côte d'Ivoire pour venir au Togo, c'est déjà un choc culturel pour moi. J'étais jeune et je tombe dans un pays dont je ne maîtrise pas la langue, voilà, et j'ai quand même eu la chance parce que bien qu'étant jeune, les Togolais, je trouve en tant que peuple, sont très chaleureux et accueillants, donc
Une fois que je finis mes études premières et terminales et que je vais au Canada, à Montréal, je me rends compte qu'il y a une autre adaptation à faire, bien entendu. Il faut savoir aussi qu'auparavant, donc avant de venir au Togo, j'ai fait le Ghana aussi. Donc j'ai fait 5 ans au Ghana, Togo et ensuite Togo. Donc Togo 2 fois, Ghana ensuite et au fur et à mesure, et France aussi à Rouen. Ouais, je te coupe 2 secondes. Par rapport à tous ces voyages-là que tu as fait, qu'est-ce qui t'a poussé? Est-ce que voilà, tes parents ont pas beaucoup voyagé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie juste de savoir, de creuser un peu. Mais... Oui, bien sûr. En fait, moi, en 2003, lorsque je quitte ma Côte d'Ivoire natale, j'arrive au Togo parce que mon papa travaille au Togo. Donc, il a été affecté au Togo. Donc, c'est ce qui nous emmène la première fois, toute la famille, au Togo. Pareil pour le Ghana. Donc, de 2003 à 2007, on part au Ghana et on revient encore au Togo en 2011. Donc, c'est du Togo, finalement, que je décide, en fait, de partir au Canada. Pour la France, j'ai de la famille là-bas. Je me suis levée un matin, j'ai dit à mes parents, bon, écoutez, je veux avoir l'expérience de la France. Et puis, ils m'ont envoyé faire ma 3e en France, à Rouen, chez ma tante. Donc, c'est à peu près comme ça que les choses se ficellent tout doucement. Et ça fait ce mélange de pays-là, en fait, et j'atterris ici. Donc, lorsque j'atterris ici, mes attentes à la base, c'est c'est un pays qui est en Amérique, ok, donc super, mais ils parlent français. Donc je m'attendais vraiment à la culture française. Vous savez, on a été nous colonisés par les Français, donc quelque part la France, puis nous il y a des codes qu'on maîtrise un peu. Mais c'était pas du tout le cas. Oui, ils parlent français, mais ça reste des Américains. Et lorsque par exemple en classe les profs parlaient un français québécois, donc qu'il faut maîtriser, en fait, qu'il faut comprendre pour pouvoir se faire comprendre soi-même et pour pouvoir mieux s'adapter à la vie d'ici. Un exemple tout bête, j'étais en classe à l'université et puis le professeur a dit on va regarder une vidéo. Alors au départ, j'étais un peu scandalisée parce que je me dis non, on dit une vidéo, on ne dit pas une vidéo. Mais en fait, on dit une vidéo ici. Voilà, donc on dit une vidéo ici. Je voulais le corriger et je me suis rendu compte que j'étais la seule dans la classe à être scandalisée de ça. Donc il y a de petites choses comme ça, de petits codes, on peut dire, qu'il faut savoir. Parce que sinon, tu viens dans un pays, c'est quand même à toi, en tout cas selon mon opinion, tu viens trouver des gens avec leur culture et c'est à toi de t'adapter, eux aussi de t'accepter. Puis ensemble, il y a comme un melting pot, comme on dit. Le français canadien a été, on va dire, mon premier challenge, le français canadien. Ensuite, il y a eu les rapports sociaux. La notion de l'amitié, telle qu'on la connaît au Togo, ou telle qu'on la connaît en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, est totalement différente d'un pays à un autre. Surtout quand on vient dans un pays américain, nord-américain. Ici, tu peux prendre un café avec quelqu'un pour un travail d'études. Vous pouvez vous croiser plusieurs fois dans d'autres activités et ça ne fait pas de cette personne ton ami. Donc, c'est vrai que moi, quand je parle du pays, je parle du Togo. Mais moi, quand je suis au Togo et que je rencontre une personne au Coliko 1 fois, 2 fois, quand même, on commence à tisser un peu des liens. On commence à tisser quelques liens et puis au fur et à mesure, on apprend à se découvrir. Mais ici, non. Donc, j'ai quand même été un peu, on va dire, déphasée par rapport à cette notion de l'amitié qui, quand même, tu l'intègres et puis tu apprends à faire la part des choses avec les personnes que tu rencontres. Donc, tu sais, par exemple, que telle personne va être une amie ou telle personne va être une connaissance. Donc, ça, c'est un point aussi. L'autre point, c'est la solitude. Ça, c'était un challenge. En arrivant ici à 19 ans, j'étais dans mon coin. Je n'allais pas vers les gens, encore moins vers ma communauté. Qui plus est, Côte d'Ivoire ou Togo, je ne connaissais pas, je n'allais pas aux événements, etc. Et je trouve que ça m'a un peu desservi, un tant soit peu. Parce que on apprend quand même de l'expérience de nos aînés qui sont ici. Donc, il faut toujours quand même aller vers les gens, discuter. C'est très important. Tout en ne restant pas dans sa communauté, parce que là encore, tu quittes le Togo pour revenir tomber au Togo. Peut-être pas. Peut-être qu'il faut chercher à se diversifier. Donc, ça aussi, c'était un challenge. L'autre challenge, c'est bien sûr, et ça, c'est sans surprise, c'est le froid. Vraiment, moi, je suis arrivée ici en été. Donc, quand on me parlait de froid, je me dis, c'est pas possible. Les gens vivent ici, ils vivent bien. Donc, quand tu me parles de froid, je ne matérialisais pas ça encore. L'environnement a totalement changé de août à septembre, on tombe dans novembre, décembre. C'est assez drastique. Donc, ça aussi, il faut s'y préparer. Mais bon, quand tu fais un voyage, tu penses pouvoir maîtriser beaucoup de choses dans la théorie. Et puis, dans la pratique, il y a des choses que tu apprends. Et je peux vous dire qu'on continue à s'adapter, même si ça fait 9 ans.
c'est pas notre pays quand même, mais on continue à s'adapter à tout ça. Je vais terminer en disant quand même que malgré ces petits challenges-là et cette adaptation constante, faut savoir que les Québécois sont quand même un peuple, c'est des gens très ouverts dans la majorité des cas. Ils vont essayer de te pousser dans ton adaptation et ils vont essayer de te pousser aussi à mieux t'intégrer dans leur culture parce qu'ils sont conscients que c'est difficile quand tu viens d'arriver et que tu ne maîtrises pas le français canadien, pas l'éco, trouver du travail même, peut-être qu'on va y revenir, mais ça aussi c'est une autre paire de manches. Voilà. Donc c'est ça. Donc je terminerai vraiment sur au moins cet aspect positif là qui est qu'on tombe dans un environnement, dans un pays où les gens sont poussés vers l'autre un tant soit peu, à essayer d'apprendre de toi et puis à essayer de t'intégrer le plus possible, quoi. Voilà. Tant que toi-même aussi, tu as la volonté de t'intégrer. Ok, intéressant. Je vois, en vous écoutant parler, je vois que vous avez pratiquement, vous toutes, vous avez une meilleure expérience. Hein. Vous n'avez pas eu une mauvaise expérience. Comparé à nous autres qui, voilà, dans chaque pays qu'on a visité, on a eu des couacs. Et je vais revenir un peu sur les gens de l'Afrique parce que voilà, c'est aussi un podcast qui s'adresse aux enfants du continent, aux personnes qui veulent bouger dans le continent. Et je reviens sur Fabiola pour vous poser la question. Aujourd'hui, vous êtes toutes des adultes, des entrepreneurs, des gens qui bossent dans des domaines, dans les sociétés, etc. Forcément, la vie à l'étranger, c'est 5 ans, 9 ans, 6 ans, 10 ans à l'étranger, a changé votre vision de voir le monde, a changé votre vision de voir votre culture, de voir les gens, comme vous avez dit, les gens sont formidables dans les différents pays. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, comment cette vie à l'étranger vous a amené à réfléchir sur votre propre identité, ou même, je peux dire, votre place dans le monde, et comment cette expérience a-t-elle élargi vos horizons et façonné votre vie en général aujourd'hui. Je sais que certains vivent encore ou vivent encore dans le pays qui n'est pas le vôtre, mais sûrement que cette expérience, ce premier déclic de dire, OK, bon, je quitte mon pays natal pour aller dans ce pays-là, ça vous a changé, ça a changé votre façon de voir les gens, de voir le monde, etc. Moi, j'ai envie de savoir comment ça a influencé votre identité, est-ce que ça a changé quelque chose en vous? Dites-moi tout. Moi, je pense que je sais pas si j'aurais eu le même parcours si j'étais restée comme vous. Je doute bien fort. Déjà, pour moi, tout part du fait que Dakar, le Sénégal, c'est comme un carrefour. Par exemple, depuis que je suis au Sénégal, je travaille que dans des multinationales qui sont présentes dans plusieurs pays. C'est-à-dire, en aucun cas, j'ai travaillé que pour le Sénégal ou que pour un pays en particulier. J'ai toujours travaillé pour le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina, le Niger. Donc, j'ai toujours eu des projets qui sont vraiment dans plusieurs pays. Et partout où j'ai bossé, il y a toujours eu plusieurs nationalités, que ce soit des Français, des Sénégalais, des Congolais, des Ivoiriens. J'ai toujours été vraiment entourée d'une diversité culturelle. Et cette diversité culturelle, je pense qu'elle m'a poussée à m'ouvrir un peu plus et m'a poussée à être un peu plus curieuse. Je prends un exemple. Depuis que je suis au Sénégal, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vraiment beaucoup voyagé. J'aurais pas imaginé que j'aurais pu être cette personne-là qui aime voyager. Mais à date, vraiment, c'est l'une des choses que j'adore faire. Je fais toujours un effort de voyager au moins 2 fois l'année. Et le fait d'avoir rencontré justement plusieurs nationalités m'a poussé à me dire oui, j'ai un ami qui est togolais, est-ce que je vais pas aller au Togo? J'ai un ami qui est béninois, est-ce que je vais pas aller au Bénin? J'ai un ami qui est ivoirienne, je vais aller en Côte d'Ivoire. Parce que déjà, en fait, il y a eu j'ai déjà créé une certaine familiarité avec cette culture. Et je me suis dit, ah ouais, mes amis, ils sont super top. Pourquoi pas découvrir leur pays et voir ce que ça donne, quoi. Donc ça, c'est un. Et le deuxième point, c'est que, bien sûr, ces voyages, justement, quand tu voyages, déjà, ça t'ouvre beaucoup. Tu prends des points positifs de la culture que tu ajustes chez toi, ton identité, ta personnalité. Généralement, quand les gens ils me voient, ils me disent, ouais, tu n'as plus rien d'une Camerounaise. Ça peut paraître choquant, ça peut paraître blessant, mais moi, en fait, je vais pas le prendre de cette façon parce que je me dis, ce que je suis devenue, c'est un melting pot de toutes les rencontres que j'ai eues. Et les rencontres que j'ai eues, tu as eu plusieurs nationalités. Donc, c'est pas un défaut en tant que tel dans la mesure où j'ai eu la chance et la possibilité de prendre des attitudes,
des comportements qui sont vraiment positifs, qui sont marquants pour les rajouter à mes qualités, à mes attitudes. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est que côtoyer généralement des autres nationalités, côtoyer d'autres personnes, te permettent en fait d'être un peu plus ouvert. Même, pas juste dans la façon d'être, mais aussi dans la façon de se construire en tant que personne, dans la façon de penser en termes d'impact que tu as sur les gens en fait. Ça te permet d'être un peu plus, tu te préoccupes un peu plus des autres en fait. Tu vois, tu n'es pas vraiment centré que sur toi, mais tu prends la peine de te préoccuper des autres, tu prends la peine d'être tolérant aussi, parce que c'est vraiment important d'être tolérant. Tu apprends à être un peu plus gentil, je dirais. C'est-à-dire le fait de côtoyer plusieurs personnes, d'aider les autres, de tendre la main à des gens que tu ne connais pas, à des gens avec qui tu n'as aucune familiarité. Ça paraît basique, mais c'est vraiment très fort, surtout pour ces personnes-là qui reçoivent ta main. Je dirais que je pense pas avoir même 50% de leur mentalité camerounaise. Non, parce que j'ai beaucoup formaté, reformaté, reformaté tout ce que j'ai appris au Cameroun, tout ce avec quoi j'ai grandi, tout ce qui était important du Cameroun que j'ai trouvé que c'était super intéressant, je les ai gardés. Je vais prendre un exemple. Au Cameroun, quand tu dis n'importe quoi, on t'insulte en fait. C'est-à-dire, insulter, ce n'est pas un problème. C'est tout à fait normal. Moi, aujourd'hui, dès que j'entends mouf, ça me stresse à la limite. C'est-à-dire, c'est des choses que je ne peux plus supporter. Parce que, oui, je me suis retrouvée dans un environnement au Sénégal. Pas que les gens n'insultent pas, mais ça fait mal vu. Donc, c'est des choses que, par exemple, avec l'entourage que j'avais, on n'insultait pas. C'est des choses qui se sont travaillées. C'est juste un exemple là, à me dire, OK, je trouve que ça qui vient du Togo est super intéressant, je récupère. Ça qui vient de la Côte d'Ivoire est super intéressant, je récupère. Et à date, en fait, si aujourd'hui j'arrive à être aussi ouverte, à être aussi tolérante, à être aussi gentille avec les gens, c'est justement parce que j'ai été exposée à plusieurs cultures et que j'ai compris que la vie, en fait, on est tous des êtres humains, on est tous pareils. L'amour du prochain, c'est quelque chose qui devrait être normal et qui devrait être évident à la limite. Donc, je pense que pour moi, c'est en quelque sorte comme ça qui a eu vraiment un impact sur mon identité actuelle. Et je ne suis pas déçue. Je suis plutôt contente. Je suis contente du parcours que j'ai eu. Je suis contente de la personne que je suis devenue. Même si après, quand je rentre en vacances au Cameroun, ça commence à être difficile à s'accommoder avec la situation, avec ce que j'observe. Mais justement, aussi, le fait d'être sortie me permet, quand je rentre au Cameroun, oui, il y a des comportements qui ne matchent pas avec ce que je pense, mais je suis tolérante. Je les accepte, en fait. Parce que, en fait, m'ouvrir m'a permis d'être tolérante. M'ouvrir m'a permis de se dire, chacun a une place et il faut avoir cette capacité de s'adapter et d'accepter l'autre. Juste de mettre les bonnes barrières, mais d'accepter l'autre telle qu'elle est, telle que cette personne est, sans justement la juger. Moi, je peux rentrer au Cameroun, des gens peuvent avoir des comportements qui n'ont rien à voir avec ma façon de voir, ma façon de penser, mais en aucun cas, je vais leur dire « Ah, c'est trop moche ce que tu fais. Oh, je déteste ce que tu fais. » Non, je vais t'observer. Si tu me demandes mon avis, je vais te dire « Moi, j'aurais fait ça, tout simplement, sans toutefois juger ta façon à toi d'aborder les choses ou bien de faire les choses. » Donc, vraiment, ça aussi, manque à éviter de juger les autres. Et parfois aussi, ce que être allé à l'étranger m'a appris, c'est de comprendre d'abord le contexte des choses avant de prendre une décision. J'écoute, je fouille, je comprends pourquoi ça se passe comme ça et après, je réagis. C'est pas que je vois, c'est pas comme ça que moi j'ai l'habitude de faire, c'est pas comme ça que chez moi ça se fait et puis boum, je rejette. Non, il y a un processus en fait. Et au-delà de juste accepter, et justement, pour arriver à accepter l'autre et à être tolérant, il faudrait comprendre le contexte, en fait. Donc, quand tu as compris le contexte, quand tu as compris l'environnement, quand tu as compris l'histoire de ce qui se passe, de ce qui se fait devant toi, tu as une meilleure possibilité d'être tolérant, d'accepter et de composer avec.
Ok, intéressant. Lolo, tu veux rebondir sur ce que Fabiola a dit? Alors, de ce que moi j'ai compris, c'est que le fait d'aller au Sénégal, ça l'a beaucoup changé sa personnalité, changé certains de ses comportements. Voilà. Alors, moi, par contre, c'était pas le cas. Parce que, bon, comme je le disais au début, lorsque tu m'as demandé quels ont été mes obstacles, et je t'ai dit que moi, par contre, j'ai pas eu d'obstacles. Je les prenais plutôt comme des challenges et moi, j'ai plutôt amené les gens à s'adapter plutôt à mon rythme, en fait, et non pas m'adapter forcément au rythme des Sénégalais. Et je le renforce encore dans cette nouvelle question que tu poses. Parce que honnêtement, quand je vois qui j'étais au Cameroun et qui je suis aujourd'hui, que ce soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, en fait, je suis quasiment restée la même. Maintenant, il est clair que oui, quand on va s'installer dans un autre pays, il y a forcément des choses que tu peux développer, que tu avais peut-être avant, que tu développes, ou des choses que tu n'avais pas du tout, que tu apprends, tu développes et puis tu intègres. Moi, s'il y a une chose que je peux dire que j'ai développée, c'est-à-dire le fait de vivre au Sénégal et d'être en contact avec les autres cultures, comme je disais, béninois, togolais, gabonais et autres, c'est la tolérance. Voilà. Je peux dire que c'est la seule chose qui a vraiment changé chez moi. J'étais pas quelqu'un de très tolérant. Bon, je veux dire, j'étais assez radical, on va dire ça comme ça. J'étais quelqu'un d'assez radical. Quand je te dis là, non, c'est non, et je ne reviens pas là-dessus, je suis partie. Si je dis je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, et puis voilà. Si je dis ça, je n'aime pas cette façon de faire, je reste braquée là-dessus. Mais être en contact avec d'autres cultures, au Sénégal notamment, ça m'a appris la tolérance parce qu'effectivement, tu découvres d'autres cultures, d'autres cultures. Tu découvres que voilà, ici par exemple, on fait pas ci, on fait pas ça. Ici, si telle personne vit telle situation, c'est parce qu'il y a ci, il y a ça. Donc, tu deviens plus tolérant, tu juges moins ou tu ne juges plus du tout ce que je faisais avant. Donc, justement, le fait d'être en contact avec d'autres cultures m'a permis de ne plus juger et d'être tolérant. Mais sinon, quant à ma personnalité, comme je disais, moi, j'ai même contaminé ma personnalité, même camerounaise, à certains amis. Moi, j'ai des amis sénégalais aujourd'hui qui savent dire ouf, parce que je le leur ai appris. Et on dialogue comme ça, qui connaissent voilà. On se parle, ils utilisent des expressions camerounaises parce que voilà, je leur ai dit que nous, c'est comme ça qu'on parle chez nous et moi, je suis restée moi, quoi. Je suis restée moi. Et comme je dis, si tu veux marcher avec moi, il va falloir que tu apprennes à me connaître et il va falloir que tu m'acceptes comme je suis. Je t'accepte comme tu es, mais moi, tu m'acceptes comme je suis. Il est hors de question que moi, je change pour toi. Voilà. Et il y a moyen qu'il y ait un équilibre dans ça sans que personne ne change sa personnalité. Parce que j'avais besoin, quand si je suis au Cameroun, de me retrouver, de savoir que je suis chez moi. Et puis, même si je suis au Sénégal, c'est vrai, je ne suis pas peut-être chez moi, mais au final, j'étais chez moi. Et c'est pourquoi, comme je dis encore, c'était les 7 meilleures années de ma vie. Et ça me manque énormément parce que j'ai réussi à faire du Sénégal le chez moi, à me faire mes familles là-bas, me faire des amis là-bas. Et comme je dis, il n'y a pas de différence entre mes amis qui sont au Cameroun et mes amis qui sont au Sénégal. Honnêtement, à part la nationalité, il n'y a vraiment pas de différence. J'ai réussi à avoir des amis qui sont aussi fous que moi, aussi dingues que moi, que ce soit des Sénégalais, des Togolais, des Guinéens. Et puis, certains même que j'ai linkés avec je veux dire que j'ai certains amis sénégalais que j'ai linkés avec mes potes du Cameroun et voilà quoi. On se fait des groupes WhatsApp où on parle, et puis voilà, c'est du gagnant-gagnant, quoi. Donc, je reviendrai encore à ça. Pour moi, la seule chose, c'était ça. Moi, juger les gens et être tolérante. Mais à part ça, je suis restée telle que j'étais quand je vivais au Cameroun. D'accord. Ok, je vois qu'il y a de bonnes choses. Qu'est-ce que toi, tu as à nous dire par rapport à ça? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu te sens plus, je veux dire, mature? Comment ça s'est passé un peu, cette vision de voir le monde autrement? Voilà. Moi, dans mon cas,
Il faut dire que j'ai connu, parce que vu que j'ai quitté la Côte d'Ivoire quand j'avais 8 ans, aujourd'hui en tout cas, j'estime que je ne peux plus me laisser définir seulement par une seule culture. Je suis un peu entre Laurie et Fabiola. Quand j'ai entendu leur récit à elle, je me suis retrouvée en fait dans les deux. Parce que, comme Fabiola disait, je pense que c'est Fabiola qui le disait, on devient un melting pot. Aujourd'hui, je ne peux pas, et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la culture ivoirienne ou qu'est-ce que c'est que la culture togolaise? Je ne peux pas me définir parce qu'il y a un peu du Ghana qui est rentré. C'est plus tu quittes le pays tôt et plus les influences que tu as d'ailleurs vont t'impacter. Et ça, c'est ce qui m'est arrivé. On devient un peu togolaise, on devient un peu ghanéenne. Quand tu arrives à Montréal et que tu fais des travaux d'équipe avec une Colombienne et que vous vous liez d'amitié, tu deviens un peu colombienne aussi parce que tu te rends compte qu'elle est colombienne, oui, mais vous avez les mêmes défis. Parce que quand on se retrouve, entre étrangers dans un pays qui n'est pas le nôtre, finalement, on a les mêmes défis. Donc, on se comprend très, très rapidement. Donc, je rejoins Laurine et Fabiola quand elles disent que, surtout Fabiola, je pense, quand elle dit que l'altruisme, se mettre à la place des autres, c'est vrai que ça ouvre énormément l'esprit. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, et ça c'est propre à moi, même si ça ouvre l'esprit et même si y a un peu de chaque culture en toi, à un moment donné, tu fais le point. Moi, ça m'est arrivé. Je me suis dit, 8 ans, tu étais quand même très très jeune. Je suis partie au Togo, mais tu ne parles pas lévé. Parce que c'est mon grand regret. Je ne parle pas lévé. Mais qu'est-ce que tu es finalement? Parce que, voilà, à l'approche d'un certain âge, on commence à y penser. Qu'est-ce que je veux transmettre de toutes ces cultures-là? Qu'est-ce que je transmets? Parce que bien entendu, tu prends un peu de tout. Donc, qu'est-ce que tu transmets? Qu'est-ce que je suis? Donc, moi, je pense que connaître, se frotter à d'autres nationalités quand tu sors de ton pays, peu importe pourquoi, un business, école, peu importe, tu finis par te retrouver toi-même aussi. Enfin, tu finis par te retrouver toi-même parce que moi aussi, je suis ivoirienne avant tout. Et je me suis dit, mais Rosemée, tu es ivoirienne, mais tu es une ivoirienne qui a une touche de temps. En fait, définitivement affirmer mon côté, je m'identifie en tant qu'ivoirienne avec d'autres éléments en moi, culturels bien entendu en moi. Donc, je ne me définis pas en tant que, par exemple, je ne suis pas canadienne, donc je ne peux pas dire, comme j'ai passé le plus clair temps de ma vie ici, je suis canadienne. Non, ce n'est pas possible. Ce que ça a changé pour finir dans ma personnalité, c'est que quand tu as 19 ans et que tu arrives dans un pays que tu ne connais pas, qui est aussi grand, tes parents sont au Togo, toi tu es ici, tu apprends très vite à quand même prendre des initiatives. Moi, je suis une personne qui est assez réservée et j'ai vite compris que si je gardais ce côté de réservé, ne pas aller vers les gens, ça allait me desservir, même au niveau professionnel. Donc, j'ai très vite appris à sortir de ma zone de confort qui était mon chez-moi, mon appartement ou l'université et à aller causer avec les gens. Sans qu'on m'aborde moi, aller demander « tu viens de quel pays? Cameroun? Ok, parfait. » Et c'est comme ça que justement, dans ces rencontres-là, tu apprends à aimer telle chose chez le Cameroun, tu apprends à aimer telle chose chez le Ghana, tu apprends à aimer telle chose chez tel pays. C'est ça qui est beau aussi. Donc, voilà à peu près moi comment ça m'a impacté dans les avantages, bénéfices de vivre au Canada ou d'avoir traversé tous ces pays-là. Je veux juste rajouter un dernier truc, Audrey. Par rapport à ce que Rose et dit, je me rends compte en fait que c'est plus, quand tu parlais d'identité, ça dépend du moment où tu quittes ton pays en fait. Parce que quand tu quittes ton pays en ayant déjà défini l'adulte que tu es, je pense que il y a moins de chances que tu sois influencé. Parce que, en fait, tu as déjà défini qui tu es. Tu vois, tu sais déjà ce que tu veux, où tu es, qui tu es et ce que tu veux être comme personnalité. Ça, tu le sais déjà. Mais quand tu quittes et que tu es encore jeune et que tu te cherches encore, généralement, tu sais, tu as un âge précis et c'est à cet âge-là que tu décides, en fait, à cet âge-là, ce sont les personnes qui seront autour de toi, c'est l'environnement, en fait, qui va un peu te pousser à te dire qui tu dois être, qui va t'aider, en fait, à décider qui tu veux être, où tu veux être, ce que tu veux être, en fait. Et je pense que, juste une petite précision, après, c'est vrai que j'ai pas vraiment changé de personnalité, non, je dirais pas que j'ai changé de personnalité,
mais j'ai plus changé dans mes actes, en quelque sorte. Je dirais plus des actes parce que la personne que je suis actuellement, même au Cameroun, c'était pareil. Les gens, ils me trouvaient déjà pas comme les Camerounais. Bah, ça, c'est leur choix aussi. En fait, quand tu n'es pas comme ça, c'est clair qu'on a déjà une image générique. C'est juste que moi, je pense que ça s'est beaucoup renforcé quand j'ai quitté le Cameroun. Mais moi, par exemple, je pense que j'ai défini qui je voulais être. Le moment où j'ai commencé à penser à définir qui je voulais être, j'étais plus au Cameroun, j'étais déjà au Sénégal. Et justement, c'est les différentes nationalités qui étaient autour de moi. C'est comment ils faisaient, en fait, qui m'a permis de dire, OK, je pense que quand je vais faire le choix, voici. Après, je reste une Camerounaise. Je ne suis pas obligée d'avoir le code classique et tout. Mon nom, ma nationalité, tout ça reste Cameroun. Et je ne manque pas de dire oui, je suis Camerounaise et fière de l'être. Maintenant, c'est juste qu'il ne faudrait pas que les gens soient coincés sur tu es une Camerounaise et tu fais pas ci. Par exemple, quelqu'un m'a dit oui, c'est grave, une Camerounaise qui ne boit pas de la bière, qui ne prend pas d'alcool. Oui, ça existe en fait. Donc, tu vois, qu'on arrive un peu à sortir de ces codes clichés-là. Parce que moi, en fait, je parle de ça parce que ça aussi, c'est un truc qui m'arrive régulièrement. Quand je me retrouve avec des Camerounais au Sénégal, j'ai tendance à être jugée en fait. T'as dit oui, tu ne bois pas d'alcool, tu ne vas pas en boîte de nuit, tu fais pas ci. Mais ça, c'est pas... tu vois, il y a ce jugement-là. Et c'est un jugement que je pense que je l'avais déjà aussi au Cameroun avec mes camarades de classe. Parce que quand on sortait, je ne prenais pas d'alcool. Donc, tu vois, c'est des jugements qui continuent en fait. Et pour moi, ça n'a pas sa place. On peut bien avoir une même nationalité, mais on n'est pas obligé de forcément rentrer dans les codes de la société, quoi. Chacun, au-delà de tout, garde sa personnalité, sa façon d'être et son éducation. Ok, merci pour l'information. Je ne sais pas si Lolo, tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est bon pour moi. Comme Fabule a assez clairement dit les choses. Bon, elle m'a un peu, bon, je vais pas dire rassurée, je vais dire ça comme ça, mais bon, moi, c'est ce que j'ai eu l'impression d'entendre lorsqu'elle parlait. Bon, peut-être à cause de l'exemple qu'elle a pris, que quand elle entend Mouf, ça la met mal à l'aise. Et donc, c'est peut-être par rapport à ça que je dis, bon, écoute, quand même, hein, que toi, tu sois une Camerounaise, un Camerounais, et que tu entends Mouf, et que ça te mette mal à l'aise, surtout qu'en réalité, on sait que c'est pas une injure en tant que telle. Donc, c'est pourquoi je me suis dit, bon, apparemment, le Sénégal l'a complètement transformé et tout. Maintenant, par rapport au cliché, comme elle a dit, ça, par contre, oui, je suis d'accord avec elle. Effectivement, il faut que les gens essaient de sortir de ces clichés-là. Même moi, j'ai eu ça. Même ici en Côte d'Ivoire, j'ai eu ça. Je sors avec des gens et puis, quand il faut commander à boire, je demande, oui, est-ce qu'il y a ça? Et on me dit, il y a la bière. Je dis, non, je bois pas de bière. Je suis une grande buveuse d'alcool, mais je ne bois pas la bière. J'aime pas la bière. Et donc, on se dit, ah, tu es sûr que tu es Camerounaise? Je dis, mon frère, je suis Camerounaise, 1000%. Je l'écris sur tous les toits, mais je ne bois pas la bière. Donc, il y a éviter de, faut pas, faut sortir de ces clichés-là parce qu'on est Camer et on doit forcément boire la bière. Bah non, c'est pas parce qu'on est Camerounaise qu'on doit boire la bière. Et souvent, parfois même j'ai des amis, même si je sais que c'est pour taquiner, ils m'appellent, l'Ivoirienne, la Sénégalaise. Je dis, non, je suis Camerounaise, sinon. Je suis et je resterai Camerounaise toute ma vie. Donc, faut pas m'appeler l'Ivoirienne, faut pas m'appeler la Sénégalaise, même si j'adore le Sénégal, mais je suis Camerounaise. Donc, voilà un peu. Ok, intéressant. Tout ce que vous avez dit, je vois que chacun réclame son identité de nationalité très important. Rose l'a dit, je suis ivoirienne, je resterai ivoirienne. Tu l'as dit, Laurine, je suis camerounaise. Là aussi, je pense qu'indirectement, elle a été également. Je pense que c'est une forme aussi de dire, OK, on reconnaît que, comme on dit chez moi, tu ne sais pas d'où tu viens. Il faut savoir où tu vas. Dans vos écoutants parler, je sens que, voilà, l'adulte que vous êtes, vous savez ce que vous cherchez dans la vie et ce qui me guide aussi dans ce voyage dans ces différents pays. Je pense qu'on se rapproche de la fin et j'ai envie de poser une question. Ma question, c'est de savoir aujourd'hui quels sont les aspects ou les choses de la vie à l'étranger que vous préférez par rapport à votre vie dans votre pays d'origine. Il y a des choses, il y a des manières de faire, ça peut être quelque chose qui vous a marqué, etc., que vous n'avez pas dans votre pays d'origine. Moi, je
je dirais l'autonomie. Après, je n'étais pas autonome hein, quand je quittais le Togo. Donc, quand je suis arrivée ici, je suis devenue autonome, prendre soin de moi-même, etc. Mais c'est clair que quand tu es jeté comme ça dans la vie active, scolaire et après active, quand tu développes ton autonomie, je pense que cette autonomie-là, je ne l'aurais pas eue rapidement si j'étais restée au pays, peu importe lequel des pays, parce que les parents sont là. Et pour les parents, tu restes un bébé. Hein. Pour les parents, quelque part, bon, ils voient que tu grandis, mais ils te considèrent toujours comme un enfant. Donc, la première des choses, franchement, pour moi, c'est l'autonomie. L'autre chose aussi que je pense que j'ai ici, que je n'aurais pas forcément eu si j'étais restée dans mon pays, je dirais que c'est la liberté de choisir. Bon, déjà, en étant dans un autre pays, dans un pays qui n'est pas le tien, je pense que tu t'ouvres quand même tu ouvres tes frontières un peu, tu vois, tu t'offres du choix. Et quand je parle de choix, je parle de choix dans tous les domaines de la vie. Hein. C'est, voilà, tu trouves du choix professionnellement parlant, relationnellement parlant, et ainsi de suite, parce que bon, tu rencontres d'autres personnes, bien entendu. Et je pense qu'en restant, si je n'étais pas ici, que j'étais restée en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire, mais c'est sûr que j'aurais pas eu autant de choix, et il y a certains choix qui me seraient peut-être imposés aussi. Voilà, donc en ce sens-là, je pense que c'est important de le mentionner. Et je pense qu'en ce qui me concerne, c'est à peu près tout. Les mentalités évoluent. Donc, je ne veux pas dire la mentalité ici est plus ouverte que tel pays. Je ne vais pas rentrer dans ce genre de comparaison-là parce que j'estime qu'on est tout évolue. On est emmené à évoluer. Même dans nos mentalités, les choses évoluent tellement vite. Et ce qui aujourd'hui se fait en France, là, curieusement, tu vas voir que ça se retrouve aussi en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou au Cameroun. Hein. Tu vois, peut-être dans d'autres façons de faire, mais ça est quand même là dans l'idée. Tu comprends? Donc, bon, c'est à peu près ça pour moi. Je vais écouter Laurine et Fabiola sur la question, mais c'est à peu près ça pour moi. Pour moi, il y a aussi l'autonomie, mais après, je prendrais peut-être pas l'autonomie, mais je dirais plus le fait que vivre à l'étranger, sans sa famille, sans ses amis, tu apprends à être un peu plus résistant, à être plus fort. Parce que je sais que si j'étais restée au Cameroun, je ne crois pas que j'aurais été aussi forte comme je le suis actuellement. J'aurais eu la famille pour m'aider, si ça. Aucune indépendance, je suis sûre, parce que moi, je me dis, ils sont là, ils vont m'aider, quoi. Donc, étant au Sénégal, je te dis, tu es seul, tu es plus résistant, tu es plus indépendant, tu affrontes facilement les choses, quoi. Et je trouve que, par exemple, je suis vraiment... j'affronte facilement les coups bas de la vie, quoi. Je suis moins affectée par beaucoup de choses aussi. Donc ça, c'est super intéressant. L'autre point que j'aime bien souvent mentionner, c'est le fait que j'ai pas à subir une pression sociale. C'est-à-dire, j'ai pas ma famille et tout là, et tout le Cameroun pour me mettre une pression sociale. J'ai pas à subir la pression sociale du Sénégal parce que je suis NIAP. Donc, le fait qu'ils me voient comme une étrangère, ils vont pas forcément me juger sur certains de mes choix et de mes actes. Et j'ai aussi cette liberté-là de définir, en fait, le type de vie que je veux, les choix que je veux faire sans devoir me battre pour qu'on l'accepte. Je sais pas si c'est un peu clair. C'est-à-dire, en fait, je suis sûre que si j'étais au Cameroun, tous les voyages que je fais maintenant, ça va être un peu plus difficile de les faire passer auprès de mes parents, quoi, parce que je dis, mais je peux pas voyager n'importe comment, n'importe quand, alors qu'ici, j'ai un peu cette liberté-là. Je voyage et après, je vous dis que j'ai voyagé. Parce que tu n'as pas de pression sociale, tu n'as pas de pression familiale, tu n'as pas non plus de pression dans le pays où tu es, quoi. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point qui est aussi quand même capital, après, je ne sais pas si c'est vérifié, mais je pense quand même qu'au Sénégal, tu as plus d'opportunités PANAF qu'au Cameroun. Au Cameroun, même si tu as des opportunités un peu PANAF, ça va rester que le Gabon, le Tchad à côté, le Congo un peu. Et puis même, ce genre de position, il faut que tu arrives à un poste de senior manager pour avoir l'opportunité de couvrir plusieurs pays. Alors que moi, ici, au Sénégal, j'ai eu pas mal d'opportunités, même étant junior. J'avais déjà des projets sur lesquels je travaille plusieurs pays parce que quand les grosses multinationales, dès qu'ils veulent se poser en Afrique, ils vont voir d'abord la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc, du coup, tu récupères un peu les bonnes grâces, quoi. Il y a ça aussi qui est super intéressant. Franchement, mon parcours professionnel ici, je ne pense pas que je l'aurais eu au Cameroun. C'est juste pas sûr. C'est vraiment pas sûr, quoi. J'ai eu vraiment plus d'opportunités. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec les multinationales au Sénégal, c'est la compétence qui perd, en fait. C'est pas le réseau ou bien le fait de connaître qui que ce soit.
Vraiment, si tu es compétent, il n'y a pas de « je ne suis pas sénégalaise ». Non, c'est la compétence qui passe avant. Donc, moi, je crois que ce sont les points que je me dis, bah oui. Mais en dehors de ça, après, ça reste l'Afrique. Les mêmes problèmes d'Afrique, les quartiers pauvres et tout ça, bah, c'est la même chose. C'est la galère, la pauvreté, la misère, tout ça. Le manque d'emploi, le chômage, c'est partout, en fait. Il n'y a pas un pays africain qui... Après, il y a des petites différences, mais il n'y a pas un pays africain qui est vraiment très éloigné des autres, quoi. Donc, moi, c'est un peu ça. Super. Mais je ne suis pas totalement d'accord avec toi par rapport à tout cet esprit de pauvreté et tout. Parce que voilà, ce n'est pas uniquement en Afrique, dans d'autres pays aussi en Europe, en France, aux États-Unis, il y a des pauvres. Juste en parenthèse, je pense que Rose voulait rajouter quelque chose par rapport au volet professionnel. Oui, je voulais rebondir un peu sur ce que Fabiola disait. Je suis contente qu'elle ait touché en fait le volet professionnel parce que j'ai oublié de mentionner ça. Je pense que c'est beaucoup plus facile de se réinventer quand on est à l'extérieur parce que on part d'une base en se disant je suis pas dans mon pays, clairement je n'ai rien à perdre. Moi, dans mon cas, j'ai commencé un diplôme, j'ai fait un diplôme en communication, un bachelor, et je me suis très vite rendu compte que j'allais pas finir dans ça. J'allais pas trouver le travail de mes rêves dans ça, bien que la communication soit un domaine excellent, mais c'est pas ça qui faisait battre mon cœur, en tout cas, au final. Et je me suis redirigée vers RH, donc réorientation de carrière totalement. Là, je suis en train de faire un diplôme justement de RH. Et je pense que quand tu n'es pas dans ton pays natal, quelque part, tu as moins peut-être cette perception du plafond de verre. Tu vas oser peut-être plus de choses. Peut-être que ta carrière, je me dis, ça reste mon opinion, peut-être que ta carrière en Côte d'Ivoire, c'était RH, et puis tu restes en RH, tu prends ta retraite dans RH, etc. Ici, non, à 45 ans, 50 ans, tu changes de carrière comme ça. Voilà. Donc, tu vois des exemples qui t'incitent à aller vers des choses qui vont finalement te passionner vraiment parce que eux-mêmes, ils sont sur les bancs de l'école à 70 ans. Bon. Donc, je t'ai dit, bon, pourquoi pas moi, finalement? Pourquoi pas moi? Donc, c'est ce que je voulais rajouter, où je l'ai beaucoup senti. On a moins cette pression. Moi, je sais que je serais restée au Togo, mon carrière de RH. Si j'aime pas ça, si j'aime ça, écoute, finalement, peut-être que tant que ça paye mes factures, ça va. Mais ici, c'est vrai que je prends en compte, est-ce que j'aime ça? Tu vois, voilà. Parce que finalement, j'ai le choix. Je me dis, j'ai rien à perdre. Est-ce que je veux vraiment faire ça? Est-ce que je veux vraiment évoluer dans ça? Donc, pour les personnes qui nous écoutent, c'est important aussi de se dire, en voyageant, on déconstruit tellement de choses que, bon, il y a du bon, il y a du mauvais, mais dans le bon qu'il y a là, il y a cet aspect-là, en fait. Il y a cet aspect de je viens peut-être en tant qu'informaticien, et puis je finis, je sais pas moi, gérant d'un très très grand supermarché, et puis les opportunités sont là, il faut les saisir. Et puis voilà ce que je voulais rajouter, en gros. Merci beaucoup, Rose. On va aller rapidement vers Laurine. En tout cas, elles ont dit de belles choses. Elles ont dit de très très belles choses. Et du coup, moi, je vais partir sur un autre volet complètement pour ne pas répéter ce qu'elles ont dit parce que je suis totalement d'accord avec Fabiola et Rose sur les opportunités professionnelles, le relationnel. Moi, je vais partir plutôt sur un autre volet puisque la question, c'était de dire ce qu'on aime bien dans le pays qui nous accueille par rapport au nôtre. Alors, il y a deux choses que je vais relever. Le premier truc, c'est quoi? C'est qu'en Afrique de l'Ouest, de façon générale, parce que bon, j'ai quand même fait 3 pays d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée, que je connais. Donc, de façon générale, pour moi, les Africains de l'Ouest sont un peu plus tempérés. Je trouve que c'est des personnes un peu plus tempérées, des personnes qui sont plus dans la recherche de la paix, d'accord? Dans le sens où, alors, nous, les Camerounais particulièrement, on nous connaît très fougueux, avec le sang chaud, comme on dit chez nous. On est prêt à faire la bagarre, on est prêt à gueuler, voilà, ça démarre au quart de tour, en fait, tu vois. Et on est même parfois agressif sur les bords, je vais dire ça comme ça.
on est parfois agressif sur les bords, contrairement aux Ivoiriens et aux Sénégalais et Guinéens, comme je dis, que j'ai eu à côtoyer, c'est totalement différent. C'est-à-dire que c'est plutôt les personnes qui cherchent à apaiser la situation, à rechercher la paix, même s'il faille qu'il prend sur lui de ne pas dire certaines choses. Après, il y a des degrés différents, dépendant de le contexte. Voilà. Même si je suis pour qu'on s'exprime à chaque fois. Mais comme je dis, même quand il faut s'exprimer, les choses se font plutôt dans le calme, dans la douceur. Ça, c'est une particularité que j'apprécie beaucoup chez les gens de l'Afrique de l'Ouest. La deuxième chose, ça, c'est propre au Sénégal et propre à la Guinée. Pour le Sénégal, le truc que j'ai beaucoup aimé, et je pense que Fabiola, bon, après, elle a dit qu'au début, ça a été difficile pour elle pendant 2 ans. Mais je pense que comme elle a commencé à se faire des amis sénégalais, elle a certainement vécu ça. Moi, en tout cas, je l'ai vécu les premières semaines, le premier mois même de mon arrivée. Comme ils disent, la teranga sénégalaise, c'est l'hospitalité en fait. Et ils te le montrent quand tu viens d'arriver au Sénégal. C'est-à-dire que c'est comme un baptême. On t'invite à manger et on te donne des cadeaux. Moi, je l'ai vécu au Sénégal quand je suis arrivée. Et au point même que je vais dire que j'ai certains amis qui me disputaient tel un trophée. Ah non, Laurine doit venir chez moi aujourd'hui pour manger. Ah non, aujourd'hui c'est chez moi. Et ça s'est répercuté même sur les fêtes religieuses. Le ramadan, la tabaski. C'est-à-dire que on me partageait. Ah non, cette année, c'est chez moi que Laurine passe le ramadan. Ok, si elle passe le ramadan chez toi, elle vient passer la tabaski chez moi. Et tu rentrais avec des cadeaux. En tout cas, j'en ai fait au moins 4 ou 5 déjà. Le premier mois où je suis arrivée, j'ai fait au moins, je suis arrivée au mois d'octobre. En décembre, j'avais fait au moins 4 ou 5 maisons sénégalaises où on m'a invité à manger, il fallait que j'aille manger et je retournais chez moi avec un cadeau. Et ça, c'est un truc qui est super chic. Même en Côte d'Ivoire, je n'ai pas vu ça. En tout cas, j'ai pas vécu ça. Et je pense pas vraiment que ça existe. En tout cas, pas sous ce format-là. Maintenant, par rapport à la Guinée a cette particularité-là, c'est que quand tu arrives en Guinée aussi, surtout si tu connais déjà quelqu'un là-bas, forcément, quand tu viens, vous sortez, vous rencontrez ses amis, on vous présente et tout, et ils veulent te faire découvrir la ville. Ça, ils font tout pour te mettre dans de bonnes conditions. Et quand tu rentres, on fait du shopping pour toi. Moi, je suis allée en Guinée, mais je suis rentrée avec presque une valise de 23 kilos avec des cadeaux. Pour des personnes qui ne m'avaient jamais vue auparavant, mais juste parce que ils te disent, en fait, parce que j'ai demandé, mais pourquoi ça? Et ils te disent, non, tu as quitté ton pays. Bon, j'avais quitté le Sénégal, mais bon, pour eux, c'est que bref, peu importe où ton pays, en tout cas là où tu résides, pour venir chez eux, pour venir te frotter à eux. Et c'est un honneur pour eux, en fait. Ça veut dire que tu es quelqu'un de bien. Ça, c'est comme ça qu'ils le conçoivent, que tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un d'ouvert et tu viens découvrir leur culture, tu viens découvrir ce qu'ils sont. Et c'est pour te remercier, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi particulièrement touchée énormément. Et ce n'était pas propre à moi parce que j'ai pu demander, et même à 2-3 personnes que je connais qui sont allées en Guinée, que ce soit dans le cadre du boulot. Bon, c'est vrai que les 2-3 personnes à qui j'ai demandé, c'est dans le cadre du boulot. Mais ils m'ont dit, pareil, ils ont eu le même traitement. Quand ils rentraient, les collègues de travail leur ont fait des cadeaux. Des cadeaux, voilà, des pagnes, de la nourriture, des objets de décoration, voilà, guinéens. Et pour dire que oui, voilà, tu es venu chez nous, tu es venu nous découvrir, voilà. Et puis, tout s'est bien passé, tu nous as apporté de la joie, de la bonne humeur, etc. Donc, pour te remercier, on te fait des cadeaux que tu rentres avec. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié, que je ne vois pas spécialement chez nous au Cameroun. Voilà. En tout cas, pas pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà. Si c'est ton ami, oui, c'est clair que si tu vas au Cameroun, si par exemple, toi, Audrey, aujourd'hui, je rentre m'installer au Cameroun et tu me dis, ah Lolo, je viens en vacances au Cameroun. Oui, quand tu vas rentrer, je vais te faire des cadeaux. C'est normal parce que tu es mon ami. Mais mes amis que je vais te présenter, ils ne vont pas te faire de cadeaux. Et voilà. On va sortir, on va faire des trucs, on va discuter, ils vont être super sympas. S'ils ont des trucs à te montrer, voilà, bon. Mais sachant que je suis déjà là, mais ils vont pas te faire des cadeaux. Par contre, en Guinée, c'est-à-dire que si on était en Guinée, moi, je te ferais même pas de cadeaux à la limite, mais mes amis que je vais te présenter, c'est eux qui vont te faire des cadeaux. Ma famille va te faire des cadeaux parce que, voilà, ils vont se dire, ah non, Audrey est venue nous voir au Cameroun, il est venu se frotter à notre culture, il est venu découvrir et puis
il a été très réceptif. Donc, on va le remercier pour qu'il garde un bon souvenir du pays et qu'il revienne. Et je te jure que, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur ce plan. Ok, merci beaucoup les filles. Je pense qu'on a beaucoup bavardé. Je pense qu'on va clôturer cet épisode très rapidement. Si vous devez donner un seul conseil à quelqu'un aujourd'hui qui envisage partir à l'étranger, que ce soit pour des raisons personnelles, professionnelles, comme on dit chez les Ivoiriens, je veux partir à l'aventure, etc. Quel message ou quel mot livré à cette personne? Donc, chacune d'entre vous va nous donner un conseil, un mot pour dire à cette personne. Audrey, moi, je peux y aller parce que je n'ai qu'un seul conseil à donner. Et mon conseil, c'est déconstruire ce qu'on sait initialement. Donc, déconstruire ce qui fait nous. Déconstruire tout ce qu'on pense, en fait, qui est le bon, le mauvais, etc. Parce que une fois que tu changes de pays, ben, tu rencontres des gens qui sont différents de toi. Donc, le bon, le mauvais, l'acceptable, le non acceptable, tout ça est soumis à d'autres codes et d'autres règles. Donc, vraiment, si quelqu'un veut faire ses valises demain et partir, peu importe le pays, en tant que ce n'est pas son pays, des fois, on se dit, peut-être que comme je suis togolaise et que je vais au Bénin, c'est la même chose, etc. Non, on rencontre toujours de nouvelles personnes où on s'en va dès qu'on quitte chez soi. Mais il faut être prêt à déconstruire. Il faut être un vase dans lequel, en fait, on peut verser de la connaissance. Parce que finalement, comme Laurine et Fabiola ont mentionné aussi, c'est que tu ne peux pas être tolérant, tu ne peux pas être altruiste tant que dans ton esprit, tout ce que tu sais là, c'est ça. C'est-à-dire que tu prends ça comme parole d'évangile et tu veux l'appliquer à partout. Non, je pense que ça fait partie de à quel point tu t'adaptes et à quel point tu es flexible. Donc, notre flexibilité va déterminer aussi la réussite de l'adaptation de où on s'en va. Donc, moi, personnellement, c'est mon seul conseil. J'ai hâte d'écouter Laurine et Fabiola. Comme conseil, je dirais que c'est toujours une bonne chose de voyager, de quitter son pays. Même si tu hésites, vas-y. De toute façon, tu ne perdras rien. Tu gagneras forcément quelque chose. Maintenant, ce que moi, je recommanderais, bon, bien sûr, des constructions, mais je recommanderais aussi d'y aller et garder les pieds sur terre, quoi. D'y aller et de rester persévérant. Parce que quitter son pays, les débuts sont toujours difficiles. Ne pas abandonner au milieu de la route, de vraiment rester persévérant. Et surtout, en y allant, ce qui serait mieux, c'est d'avoir des objectifs. C'est-à-dire, je décide de voyager. C'est quoi mes objectifs? Qu'est-ce que je pense que ça m'apporte le plus? En quoi est-ce que ça change ma vie? En quoi est-ce que de définir au préalable ces objectifs avant de bouger? Et en fait, ces objectifs aussi seront comme un guide pour toi, en fait, parce que quand tu arrives à l'étranger, tu as de très fortes chances de te perdre, de suivre les autres, de suivre la masse. Mais si vraiment tu as posé tes objectifs, tu t'es discipliné et que tu essaies de suivre tes objectifs et de les prendre comme des guides, franchement, il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne vas pas réussir, quoi. Et aussi, je crois, un autre point, c'est de ne pas hésiter à discuter avec ceux qui ont voyagé avant toi, de ne pas hésiter à prendre des informations sur le pays où tu vas, les gens qui vivent là-bas, d'avoir un contact pour en savoir un peu plus, de ne pas hésiter de se faire accompagner, quoi, dans cette vie à l'étranger. Parce qu'on ne réussit pas seul, pour moi en tout cas, on réussit toujours ensemble. Donc, ouverture, acceptation de l'autre et aussi, je dis toujours aux gens, ça ne sert à rien d'aller dans notre pays pour ne pas apprendre de nouvelles choses, quoi. Sinon, ça ne sert à rien de bouger, en fait. Donc, comme tu prends la peine, tu t'investis, c'est de l'énergie, de voyager, d'aller ailleurs. Rassure-toi qu'en fait, tu gardes quelque chose de ce voyage. Rassure-toi que tu apprends des choses. Rassure-toi que tu rajoutes quelque chose à ton verre d'eau. Et aussi, ça reste toujours une très belle découverte de voyager. C'est toujours émerveillant, c'est toujours apaisant, c'est toujours intéressant de découvrir, de vivre une autre expérience, quoi. Donc, ne pas hésiter. À chaque fois que vous aurez une opportunité de voyager, n'hésitez pas. Ça sera forcément... On va forcément rentrer avec quelque chose de positif, quoi. Même si l'expérience ne se passe pas complètement comme souhaité, ça reste une expérience, ça reste un apprentissage. Et arrêtons de se mettre des barrières, quoi.
fonçons, prenons la vie avec les mains et découvrons, quoi. Arrêtons de se mettre des barrières en quelque sorte. Moi, c'est ce que je dirais. Donc, moi, je vais continuer sur ce que Fabiola a déjà dit. Elle a soulevé un point que justement j'avais prévu d'énumérer lorsqu'elle a dit qu'il faut se renseigner un peu sur le pays où on va prendre des informations. Justement, moi, c'est le premier point, c'est le premier conseil que je donnerais aux gens. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as pris ta décision de partir, tu as défini tes objectifs. Parce qu'elle a parlé, il faut définir tes objectifs. Je pense que quand tu te décides à partir, c'est parce que tu as défini tes objectifs. En tout cas, oui, comme Fabiola l'a dit, il faut définir vos objectifs. Voilà, pour pouvoir avoir les pieds sur terre. Donc, après tout ça, il faut se renseigner sur le pays où vous allez. Franchement, ça peut être banal, mais je veux dire, même sur des choses les plus banales. Le climat, qu'est-ce qu'on mange? Petite anecdote, moi je le dis pourquoi? Parce que ça m'est arrivé, petite anecdote, j'ai toujours pensé que au Sénégal, il faisait chaud toute l'année, du 1er au 31, 365 jours. Moi, c'est l'image que j'avais du Sénégal. Mais en réalité, c'est l'image que je voyais à la télé vite fait. Mais je n'ai pas pris la peine de me renseigner. Alors, ça fait que quand j'ai fait mes sacs, tout ce qui était vêtements froids, j'ai laissé au Cameroun. Je n'ai pris que des vêtements chauds et quand je suis arrivée, à partir du mois de novembre, comme on dit au Cameroun, j'ai lu l'heure. Parce qu'en novembre, au Sénégal, tu as l'hivernage, voilà, il fait extrêmement froid. Et moi, je suis quelqu'un de très frileuse. Je n'aurais jamais imaginé que j'allais me retrouver au Sénégal en train de mettre des gants, comme une Canadienne d'ailleurs. Ça m'a valu le surnom. Mes collègues et mes amis m'appelaient Lolo la Canadienne parce que moi, je mettais les gants, écharpe, bonnet, blouson, chaussettes. J'étais blindée entre novembre et mars-avril au Sénégal. Blindée de la tête aux pieds, matin, midi, soir. Donc ça, c'est la première anecdote que je voulais souligner. La deuxième anecdote, c'était quoi? Sur l'alimentation. Je ne m'étais pas du tout renseignée. Et donc, moi, d'abord, j'aime manger, il faut le savoir. Première chose, et j'en ai fait mon métier. Donc, pour moi, je pensais que oui, comme on mange au Cameroun, là, on mange aussi comme ça au Sénégal. Mais erreur. Je suis arrivée, je me suis rendu compte que les habitudes alimentaires sont totalement différentes. Et ce que j'avais fait, parce que j'aime beaucoup la musique aussi, et j'achète beaucoup de CD de musique. Moi, je suis encore puriste à ce niveau-là. J'ai voyagé avec une valise de 20 kilos de CD de musique que j'ai ramené au Sénégal. Et quand j'ai vu ce qu'on mangeait, je me suis dit, mais attends, tu aurais pu laisser tes CD de musique, les faire venir plus tard et mettre plutôt de la nourriture dans tes affaires. Mais tout ça parce que je ne m'étais pas renseignée. Donc ça peut paraître banal, mais je vous assure que en discutant avec certaines personnes, justement, il y a des personnes pour qui ça a été un gros problème, ça a été un gros obstacle, ça a été un gros choc, le climat et l'alimentation. Donc, mais voilà, ce n'est que des exemples que moi je donne. Hein. Après, vous pourrez adapter selon vous. Mais sincèrement, prenez des informations, même sur la culture, la façon de parler. Si vous pouvez même apprendre quelques petites expressions du pays où vous allez, c'est toujours tout bénef. En tout cas, essayez de vous renseigner au maximum parce que aujourd'hui, il y a Internet, c'est encore accessible et vous pouvez avoir toutes les informations possibles. À défaut d'avoir quelqu'un sur place qui va vous tenir la main et vous guider. Et enfin, la dernière chose que je veux dire, restez authentique et ouvert. Ça ne sert à rien d'arriver quelque part et de vouloir se transformer, de vouloir changer qui on est en se disant qu'on va se faire accepter. Non. Je pense que quand les gens verront de l'authenticité en vous, tout en restant ouvert, bien évidemment, parce qu'il faut que vous soyez ouvert pour pouvoir accepter certaines choses, pour qu'elles ne vous choquent pas, qu'elles ne vous blessent pas, mais restez authentique. En tout cas, pour moi, ça a super bien marché. Le fait d'être resté authentique. Je n'ai pas voulu me mettre dans un moule. Je ne me suis pas non plus mise dans une bulle en même temps. Ça m'a beaucoup réussi, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Donc, restez authentique, les amis. Restez ouverts. Soyez vous et les pieds sur terre et définissez, comme Fabiola l'a dit, vos objectifs avant de partir. Voilà. Merci beaucoup les filles. On a beaucoup parlé. Merci pour vos témoignages. Merci pour vos retours d'expérience sur la vie à l'étranger. Je pense que nos auditeurs qui nous ont écoutés du début jusqu'à la fin, si vous êtes toujours là, vivre à l'étranger, ce que je retiens, c'est que c'est une aventure qui définit là avant tout et élargit également les horizons. Et c'est une expérience qui nous rappelle également que le monde est vaste. Il y a plein de choses à découvrir dans le monde, comme vous l'avez dit.
il faut oser et que voilà, les connexions humaines transcendent les frontières. Chers auditeurs, rappelez-vous aussi que chaque personne qui décide, comme Fabiola, Laurine et Rose qui m'ont accompagné tout au long de cet épisode, toutes ces personnes qui décident de quitter leur zone de confort pour vivre à l'étranger apportent surtout avec elles une histoire unique et une perspective nouvelle. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine dans Tatonan. Restez connectés, restez à l'écoute et n'oubliez surtout pas de vous abonner et invitez aussi, partager dans vos groupes cet épisode. Merci beaucoup les filles.